Bonjour, bienvenue à cette présentation qui s'intitule Mieux connaître le cerveau peut-il vraiment nous aider à mieux enseigner? Il y a quelques années, la pertinence de s'intéresser au cerveau en éducation était plutôt limitée. Euh, on essayait, à partir de connaissances sur les lésions cérébrales et les troubles comportementaux qui en découlaient, d'essayer de mieux comprendre le cerveau. Et évidemment, une partie des problèmes était liée à des problèmes d'apprentissage ou à des habiletés qu'on essaie de développer au niveau scolaire. Et à ce moment-là, il y avait certains liens qui étaient établis entre le cerveau et l'éducation, mais ces liens-là étaient plutôt limités parce que nos connaissances sur le cerveau étaient limitées. Par contre, au cours des dernières années, les connaissances sur le cerveau ont beaucoup progressé. On dit même que jusqu'à 90% des connaissances actuelles sur le cerveau découlent des 15 ou 20 dernières années de recherche. Et ça, c'est notamment, entre autres, de l'arrivée de différentes technologies d'imagerie cérébrale, dont l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Euh, Grâce à cet appareil, on peut non seulement obtenir des images du cerveau, mais on peut également obtenir des images de l'activité cérébrale en action. Couchés dans un appareil de ce type-là, les participants à une étude peuvent répondre à des questions en appuyant sur une boîte de réponse, sur des boutons, et des questions qui sont présentées devant un écran, qui sont juste devant leurs yeux. À vrai dire, on présente l'image d'un écran sur un miroir, image qui peut être perçue par le participant. Donc, on peut présenter des questions sous forme visuelle, sous forme d'image, sous forme de texte, et le participant doit donc répondre à ces différentes tâches-là, à ces différentes questions, et pendant qu'il travaille à résoudre les problèmes, à accomplir la tâche, l'activité cérébrale est davantage, le cerveau est davantage activé dans certaines régions cérébrales et cet appareil-là permet de savoir où se situent les principales activations associées à certaines tâches, notamment aux tâches scolaires. Euh, donc, devant toutes ces recherches, toutes ces nouvelles connaissances sur le cerveau, il y a il y a plusieurs personnes qui se sont mises à se poser la question de la pertinence de ces nouvelles connaissances pour le champ de l'éducation. Et selon certains, c'est tout à fait pertinent de s'intéresser au cerveau en éducation. L'OCDE a lancé en 1999 un vaste processus de consultation, à la fois dans le milieu de l'éducation que celui des neurosciences. Et ce vaste processus de consultation a mené à deux rapports, dont le dernier en 2007, donc publié par l'OCDE, qui stipule que la neuroscience de l'éducation, autrement dit la neuroéducation, débouche sur des connaissances précieuses et neuves qui permettent d'informer politique et pratiques éducatives. C'est une affirmation des plus optimistes, hein, parce qu'on dit non seulement c'est des connaissances nouvelles, neuves, mais c'est des connaissances assez précises. Et précises et qui peuvent avoir des retombées sur les grandes politiques éducatives, mais également sur les pratiques éducatives, sur les pratiques des enseignants. Donc une affirmation très forte de l'OCDE. Un peu plus récemment, en 2011, la Royal Society au Royaume-Uni a fait un rapport du même type, donc pour examiner la pertinence des recherches sur le cerveau en contexte d'éducation et d'apprentissage. Et l'une des principales recommandations qui découlent de ce rapport-là est que les enseignants devraient recevoir une certaine formation en neurosciences, du moins sur les éléments qui concernent des problématiques éducatives. Donc, encore une fois, quelque chose de très positif qui va même jusqu'à dire que non seulement c'est pertinent, mais on devrait en faire un objet, on devrait intégrer ces éléments-là à l'intérieur de la formation des maîtres. Euh, Depuis quelques années, de nombreuses universités offrent des programmes en neuroéducation, dont l'une des premières a été à Harvard, qui offre en fait depuis 2004 un programme de maîtrise en neuroéducation. Donc, ces grandes institutions-là mettant l'accent sur la pertinence du cerveau en éducation, encore une fois. Et plus près de nous, l'Association canadienne d'éducation a remis le prix Clifford 2013 à un chercheur en neuroéducation, donc un chercheur qui tente, et je cite l'ACE, d'établir le lien crucial entre éducation et neurosciences. Donc, cette association canadienne d'éducation reconnaît
la valeur, la pertinence de s'intéresser au cerveau en éducation. Par contre, selon certains, cette relation qu'on cherche à établir entre cerveau et éducation, elle est plutôt impertinente. Notamment, un chercheur, Brewer, en 1997, un article très célèbre pour son scepticisme par rapport à la neuroéducation, dit que des applications des sciences du cerveau, de la neuroéducation vont peut-être venir éventuellement, mais l'état des connaissances actuelles en neurosciences a très très peu à offrir aux enseignants en termes d'implication pratique dans la salle de classe. Et le point de Brewer est très intéressant parce qu'il souligne le fait que la psychologie cognitive est une approche, une science qui a déjà beaucoup à offrir aux enseignants. Alors pourquoi s'intéresser au cerveau en éducation? D'autres points liés au scepticisme, de la pertinence, il y en a qui disent que, d'accord, faire le lien avec le cerveau et l'éducation et l'enseignement, mais toutes les tentatives, ou la plupart des tentatives jusqu'à présent, ne sont soldées par des échecs. Parce que les théories ou les propositions qui cherchaient à faire le lien entre le cerveau et l'éducation étaient en fait des fausses croyances sur le cerveau qu'on appelle en fait des neuromythes. Je vous en cite quelques-uns de ces neuromythes-là. Donc, un mythe selon lequel le cerveau des élèves peut être différent. Certains élèves vont avoir un cerveau mieux configuré pour apprendre à partir de stimuli auditifs, alors que d'autres vont être plus configurés, donc pour apprendre à partir de stimuli visuels ou kinesthésiques ou ainsi de suite. Donc, cette idée-là que si l'élève a une préférence au niveau de ces styles d'apprentissage-là, une préférence soit auditive, visuelle, kinesthétique, à ce moment-là, de lui enseigner de façon adaptée à son style d'apprentissage va mener à des apprentissages plus profonds, plus durables, plus efficaces, n'a pas été fondé par la littérature selon une revue publiée en 2008. Un autre neuromythe, c'est celui que les élèves sont soit cerveau gauche, cerveau droit. Cerveau gauche, c'est-à-dire plus logique, plus logico-mathématique, plus rationnel, plus analytique, tandis que le cerveau droit est plus global, plus créatif, plus divergent. Et que donc, il est important au niveau pédagogique de chercher à équilibrer les forces ou la prédominance de l'hémisphère gauche ou de l'hémisphère droit. Ça, c'est pas du tout fondé. Une recherche d'ailleurs publiée en 2013 a essayé de voir si dans le cerveau, on pouvait retrouver la trace de gens qui étaient cerveau gauche ou cerveau droit. Et ça s'est avéré complètement inconcluant. Un autre neuromythe, en quelque sorte, c'est l'idée que parce que quelqu'un dit que le programme d'intervention, que la proposition pédagogique est basée sur le cerveau, c'est nécessairement une bonne affirmation. C'est pas du tout fondé. On a par exemple une entreprise qui s'appelle Brain Gym qui propose dans plus de 80 pays un programme qui met l'accent sur des exercices de coordination pour développer, pour optimiser le fonctionnement du cerveau. Encore une fois, une revue de la littérature, une revue des prétentions de Brain Gym publiée dans une revue scientifique en 2010 a montré que non seulement il n'y avait aucune donnée empirique solide qui démontrait les effets de Brain Gym, mais en plus que les principes à la base de l'approche ont depuis longtemps été invalidés au niveau scientifique. Et il y en a plusieurs autres neuromythes. Croire que les élèves utilisent seulement 10% de leur cerveau et qu'on pourrait, par une approche pédagogique particulière, aller chercher le 90% restant, etc. Donc, il y a plusieurs neuromythes qui sont disponibles. Un autre élément en faveur de ceux qui disent bah, c'est tout à fait impertinent, c'est que quand on regarde la plupart des livres, en tout cas des livres de vulgarisation scientifique qui sont proposés aux enseignants, surtout en langue anglaise jusqu'à présent, quand on regarde ces livres-là, il y en a des centaines qui ont été publiés, qu'on annonce une brain-based education, qu'on annonce une révolution éducative basée sur le cerveau, sur la page couverture, avec bien sûr une magnifique image de cerveau. Mais quand on regarde ces livres-là, on constate rapidement qu'il y a deux problèmes. Le premier, c'est que ces livres-là contiennent souvent des neuromythes, des fausses croyances, des extrapolations tirées de connaissances scientifiques, mais qui deviennent, par extrapolation justement, complètement erronées. Le deuxième problème avec ces livres-là, c'est que souvent, ils ne portent même pas
sur le cerveau. Il y a certains éléments où il est question du cerveau, mais la majorité du discours tenu dans ces livres-là ne porte pas sur un niveau cérébral en présentant des images d'activité cérébrale, en faisant le lien explicite avec le cerveau. Euh, on parle plutôt en fait d'aspects de la psychologie cognitive, en présentant comment fonctionne la mémoire à long terme, la mémoire à court terme, le stockage, la réactivation, réactivation en mémoire, ainsi de suite. Toutes des connaissances qui peuvent être pertinentes pour les enseignants, mais qui ne se situent pas au niveau cérébral et que donc on ne peut pas dire que ces livres-là établissent le pont entre le cerveau et l'éducation. Donc, tous ces éléments font en sorte que pour certains, c'est pertinent de s'intéresser au lien entre cerveau et éducation et pour d'autres, ce l'est beaucoup moins. Donc, d'où la question qu'on souhaite aborder dans cette présentation, c'est que est-ce que mieux connaître le cerveau peut-il vraiment nous aider à mieux enseigner? Donc, on se doute bien que mieux connaître le cerveau peut peut-être nous informer sur les processus liés à l'apprentissage. Mais l'affirmation ici, elle est encore plus forte. Elle est faite que la compréhension de ces processus cérébraux-là va nous donner des pistes pour mieux enseigner aux élèves. Juste avant d'examiner cette question-là, il faut faire une parenthèse pour voir ce que la neuroscience est, en fait, dans les faits, dans ce que les chercheurs en font, et ce qu'elle n'est pas. Il faut comprendre au départ que la neuroscience n'est pas une approche qui peut se passer d'autres approches. Lorsqu'on fait de la neuroéducation, lorsqu'on fait des recherches sur le cerveau, il faut toujours proposer aux participants une tâche cognitive qui doit s'appuyer sur des résultats de recherche qui se situent nécessairement au sein d'autres approches. Que ce soit des approches constructivistes, socio-constructivistes, cognitivisme, que ce soit tant des approches qualitatives que quantitatives, toutes ces approches-là nous servent d'une part, comme je vous le disais, à créer des tâches cognitives, à proposer des questions pertinentes liées à l'éducation aux participants qui sont dans l'appareil d'imagerie cérébrale, mais aussi, sont essentielles pour bâtir les hypothèses de recherche et pour s'appuyer sur des modèles théoriques déjà existants. Et comme vous vous en doutez certainement, c'est aussi essentiel pour interpréter les résultats qui sont obtenus. Donc, dire que les chercheurs en neuroéducation ne regardent que l'activité cérébrale et souhaitent en tirer des conséquences pédagogiques, c'est pas comme ça que la démarche scientifique associée à la neuroéducation se déroule. Donc, lié au fait que la neuroéducation ne peut pas se passer d'autres approches, il en découle que ce n'est pas une approche qui est en opposition nécessairement sur tous les points, sur toutes les autres approches, puisque justement, la neuroéducation prend appui sur d'autres approches, d'autres résultats de recherche, autres que ceux concernant le cerveau. Et évidemment, ça signifie aussi que ce n'est pas une approche qui est meilleure que les autres, puisqu'elle ne se suffit pas en elle-même et qu'elle doit s'appuyer assurément sur d'autres approches. Ce n'est pas une approche déterministe qui considère que si on connaît exactement le cerveau, on va pouvoir prédire chacun des mouvements, chacune des décisions, chacun des apprentissages de l'élève. C'est beaucoup plus complexe que ça, le fonctionnement du cerveau. Ce n'est pas une approche réductionniste qui ne tient pas compte du contexte. Ça veut dire que plusieurs recherches en éducation vont étudier spécifiquement le rôle du contexte sur le cerveau. On parle par exemple des élèves qui vivent en milieu défavorisé. Il y a une relativement vaste littérature à ce sujet qui montre les effets donc, du milieu socio-économique sur le cerveau. Lorsqu'on dit que ça ne tient pas compte d'aspects émotifs, d'aspects très contextualisés liés à la salle de classe, encore une fois, ce n'est pas vrai puisqu'il y a des recherches qui s'intéressent à ça. Ce n'est pas une approche non plus dont les finalités sont les mêmes que celles de la neuroscience. Le but de la neuroéducation n'est pas de mieux comprendre le cerveau. Le but de la neuroéducation est, à partir de connaissances sur le cerveau, d'essayer de proposer des pistes de solutions, ou du moins d'aider à comprendre certains problèmes que vit le système d'éducation. Problèmes ici entendus au sens large du terme, en tant que problème d'apprentissage des élèves, mais aussi décisions pédagogiques qui doivent être prises par les enseignants. Ce n'est pas non plus une approche qui peut prescrire exactement aux enseignants quoi faire. À mon avis, aucune approche ne peut permettre ça. Par contre, ce que la neuroéducation a à offrir, c'est qu'elle peut délimiter l'espace pédagogique efficace pour mieux enseigner.
Donc, je vais vous donner au cours de cette présentation des recommandations pédagogiques et vous allez voir que dans aucun cas, ça dit exactement à l'enseignant quoi faire. Par contre, ça lui montre la direction dans laquelle il y a des choix pédagogiques plus fertiles, plus efficaces pour aider les élèves à mieux enseigner. Ce que la neuroéducation est, au contraire, par exemple, c'est une approche qui s'intéresse aux mécanismes cérébraux qui sont liés aux apprentissages scolaires et à l'enseignement, mais tout ça dans le but de mieux comprendre et parfois d'apporter des pistes de solutions à certaines problématiques éducatives. Donc, c'est une approche qui se situe à un niveau d'analyse qui est différent, niveau d'analyse cérébrale, un niveau d'analyse qui était difficilement accessible auparavant. C'est une approche qui permet donc d'apporter aux chercheurs en éducation une variable, une information nouvelle, qui est l'activité cérébrale. Et donc, en complément aux entrevues, aux questionnaires traditionnels, on peut obtenir des images de l'activité cérébrale. Et cette activité cérébrale-là peut nous aider parfois à vérifier certaines hypothèses, certaines théories sur l'apprentissage ou l'enseignement, et parfois à stimuler la formulation d'hypothèses qui ont été encore inédites. Donc, une synergie entre les approches qui se crée à ce moment-là pour faire évoluer. Donc, distinguer nettement la neuroéducation du reste des approches, ce n'est pas une façon souhaitable de penser les méthodologies de recherche, du moins dans le domaine de la neuroéducation. Ça permet de trianguler les résultats parce que parfois, des connaissances sur le cerveau peuvent venir appuyer, peuvent venir renforcer les connaissances actuelles et donc en obtenant des résultats similaires à partir d'une approche et d'un niveau d'analyse complètement différent, à ce moment-là, ça permet de renforcer nos connaissances actuelles. C'est une approche aussi qui permet de comprendre pourquoi au niveau cérébral, certaines approches pédagogiques ont plus d'impact, ont plus d'efficacité que d'autres. Donc, ceci dit, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'examiner si les connaissances en neuroéducation peuvent avoir un impact sur l'enseignement. Et à mon avis, au cours des dernières années, la relation entre cerveau et éducation s'est grandement renforcée. La première de ces découvertes, c'est qu'on sait aujourd'hui que l'apprentissage modifie la structure du cerveau. C'est-à-dire, lorsqu'un élève apprend, physiquement, littéralement, dans son cerveau, il va y avoir du mouvement, il va y avoir des modifications. Des connexions, les connexions plus précisément, en fait, les connexions entre les neurones du cerveau vont se trouver modifiées suite à l'apprentissage. Cette découverte est l'une des plus grandes découvertes, à vrai dire, réalisées au cours des 50 dernières années en neurosciences. Et sans cette découverte-là, il est très difficile d'établir des ponts entre le cerveau et l'éducation. Tout simplement parce que si l'apprentissage ne modifie pas le cerveau, à quoi cela va-t-il servir de mesurer l'activité cérébrale, d'obtenir des images du cerveau? Alors en effet, simplement regarder l'activité cérébrale est de très peu d'intérêt pour le domaine de l'éducation. Mais quand on commence à observer les modifications au niveau de l'activité cérébrale découlant de l'apprentissage, ou plus surprenant encore, la modification de l'architecture, de la structure cérébrale suite à l'apprentissage, là on se rapproche déjà dans un premier pas. C'est en quelque sorte une condition sine qua non à la pertinence de la relation entre cerveau et éducation. Au cours des dernières années, il y a de plus en plus d'indices aussi qui nous portent à penser que l'architecture, c'est-à-dire la structure du cerveau, la façon dont les neurones sont interconnectés, les grandes voies de communication entre les différentes régions du cerveau, donc que cette architecture cérébrale-là influence l'apprentissage. Et la majorité de la présentation que je vais faire aujourd'hui va porter sur cette question-là, donc l'idée que l'architecture de la façon dont le cerveau est configuré va avoir un impact sur les apprentissages scolaires et que donc, conséquemment, mieux connaître cette architecture cérébrale-là, c'est mieux comprendre comment l'élève peut apprendre et mieux comprendre comment, en tant qu'enseignant, on peut aider les élèves dans ce processus d'apprentissage. Et une autre troisième découverte, plus récente, plus fragile aussi au niveau des résultats de recherche, mais quelques recherches mènent à penser que l'enseignement aussi influence le développement du cerveau. C'est-à-dire, le fait d'enseigner d'une façon ou d'une autre va avoir un impact sur les effets de l'apprentissage sur le cerveau. Donc, les choix pédagogiques qui sont faits par l'enseignant peuvent carrément avoir un impact sur les modifications structurales qui découlent des apprentissages scolaires. Donc, cette troisième découverte-là vient renforcer l'idée que non seulement le cerveau change au cours de l'apprentissage et qu'il y a donc un lien entre apprentissage et cerveau,
non seulement que l'architecture du cerveau influence l'apprentissage, mais que l'enseignant peut influencer les effets de l'apprentissage sur l'architecture cérébrale. Donc, trois grandes découvertes que je vais illustrer ici en suivant l'idée directrice suivante, selon laquelle l'architecture cérébrale est importante en éducation parce que c'est à la fois un allié pour les enseignants et pour les élèves et un adversaire. Et je vais mettre l'accent sur trois outils ou trois mécanismes liés à l'apprentissage qui permettent l'apprentissage dans le cerveau. Le premier étant la neuroplasticité, le deuxième étant le recyclage neuronal et finalement l'inhibition. Allons-y d'abord avec la neuroplasticité. La neuroplasticité désigne la capacité du cerveau à changer ses connexions neuronales grâce à l'apprentissage. Le cerveau est constitué de plusieurs neurones, environ 100 milliards de neurones, qui sont interconnectés les uns aux autres. On dit même qu'il y a environ 10 000 connexions neuronales pour chaque neurone. Et donc, on a ici une image très, très simplifiée de cette organisation cérébrale au niveau des neurones. Et ce que la neuroplasticité dit, c'est qu'en fait, les connexions entre les neurones peuvent être modifiées. Certaines connexions peuvent être créées suite à l'apprentissage. Certaines connexions existantes peuvent se défaire si on n'utilise pas certaines connaissances pendant un bon bout de temps. Et des connexions déjà existantes peuvent se renforcer ou diminuer leur force suite à l'apprentissage. Donc, tout un processus dynamique où il y a des modifications donc importantes au niveau des connexions entre les neurones qui se déroulent au niveau du cerveau. Pour créer de nouvelles connexions, il faut évidemment prolonger légèrement le bout des axones, des terminaisons des neurones. Et pour prolonger ça, il faut avoir du matériel. Et le matériel, en fait, dans le cerveau, c'est ce qu'on appelle des protéines, qui sont des molécules qui permettent de créer, dont est constitué les tissus, notamment les neurones. Et là, je vais vous présenter une première vidéo où on voit le mouvement de ces protéines-là qui pourront servir à la prolongation des neurones. Donc, les points noirs qu'on voit, ce n'est pas des micro-organismes, c'est vraiment des déplacements de protéines qui pourront servir à modifier la structure du neurone. Une autre vidéo ici, à droite, montre que deux neurones ne sont pas connectés avant un apprentissage, mais qu'à la suite d'un apprentissage, progressivement, l'axone d'un neurone se prolonge légèrement pour atteindre le neurone, si bien qu'avant et après l'apprentissage, il y a carrément une différence au niveau des connexions neuronales. Ces modifications cérébrales-là suivent un principe énoncé par Donald Hebb il y a plusieurs années déjà, selon lequel les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. C'est-à-dire si deux neurones, plusieurs évidemment, mais disons deux, sont assez près l'un de l'autre et s'activent de façon simultanée et répétée à de nombreuses reprises, il y a toutes sortes de processus biochimiques qui font en sorte que, comme je l'ai montré tout à l'heure dans la vidéo, les neurones vont finir par se connecter et progressivement, à la suite de cette activation répétée et simultanée, vont renforcer leur connexion. Donc, le cerveau est un peu comme une forêt dans laquelle on marche. Et si on marche plusieurs fois dans le même chemin, il va y avoir progressivement un sentier qui va se créer. Mais dans le cerveau, lorsqu'on résout des tâches, lorsqu'on apprend, il y a progressivement des sentiers de communication de plus en plus efficaces qui s'établissent dans le cerveau. Sentiers qui deviennent, comme je le disais, plus efficaces et qui mèneront à une certaine automatisation des processus liés à une certaine tâche et donc à une plus grande facilitation de la résolution de certains problèmes ou de l'exécution de certaines tâches, ce qui va permettre de libérer de l'espace cognitif, libérer les processus attentionnels, libérer la surcharge cognitive dans laquelle se retrouvent les apprenants au début des processus d'apprentissage pour à ce moment-là, consolider leurs apprentissages. Si on ne marche pas pendant un bon bout de temps dans les sentiers créés dans la forêt, la végétation progressivement reprend sa place. Et dans le cerveau, c'est un petit peu de la même façon. Les réseaux de neurones, c'est-à-dire les neurones, les ensembles de neurones qui sont connectés les uns aux autres, donc les réseaux de neurones qui ne sont pas utilisés vont finir par progressivement se déconnecter, c'est-à-dire les neurones constituant le réseau de neurones vont progressivement se déconnecter, en tout cas affaiblir leur connexion, ils peuvent même jusqu'à se déconnecter.
Donc, cette idée-là que le cerveau est un système dynamique et que la neuroplasticité joue un rôle dans l'apprentissage et, comme je le disais en introduction, une condition sine qua non à la pertinence de l'éducation, du cerveau en éducation. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est bien, comment favoriser cette neuroplasticité? Comment un enseignant peut faire en sorte de prendre appui sur les propriétés, les caractéristiques de cette neuroplasticité-là? Parce que dans le cerveau, il y a certaines contraintes qui vont faire en sorte que la neuroplasticité va se faire plus ou moins bien. Je vous présente deux de ces contraintes-là qui mènent à deux recommandations pédagogiques. La première, c'est une recommandation pédagogique de réactivation neuronale. Donc, c'est l'idée que les neurones associés à un apprentissage donné doivent s'activer à de nombreuses reprises pour que les neurones qui s'activent ensemble non seulement se connectent ensemble, mais renforcent leur connexion. Comment participer à cette réactivation neuronale? Il y a bien sûr en proposant des tâches qui impliquent de mobiliser, d'utiliser, d'activer notre cerveau, d'activer certains savoirs spécifiques ou des habiletés spécifiques. Il y aura bien sûr questionner les élèves pour les forcer à répondre à des questions, demander aux élèves d'enseigner à d'autres élèves. À ce moment-là, lors de l'enseignement, il doit y avoir nécessairement réactivation des réseaux de neurones en lien avec une habileté ou un apprentissage. L'interaction, bien sûr, peut favoriser la réactivation. Les tests, que ce soit sous forme d'exercices, d'évaluation formative, de mini-tests et d'examens, ce sont des moments où doit y avoir réactivation des neurones, ce qui permet non seulement de savoir où l'élève en est, en fait, mais au niveau pédagogique, lors de la passation des tests, il y a consolidation des apprentissages. Montrer comment étudier. Parce que les élèves, souvent, pour étudier, vont relire leurs notes, vont souligner des passages dans le texte, et ce sont des stratégies inefficaces. Une stratégie efficace, c'est de se poser à soi-même des questions, d'essayer donc de réactiver les neurones, de récupérer en mémoire l'information encodée précédemment, et etc. Il y a plusieurs d'autres façons. Donc, une recommandation liée à la réactivation neuronale. Recommandation qui, vous en doutez, hein, n'est pas nouvelle. Lorsqu'on dit que l'élève doit être actif dans ses apprentissages, on fait référence à cette recommandation pédagogique-là qui prend appui également sur le cerveau. Et non seulement l'élève est actif dans ses apprentissages, mais l'idée aussi qu'il est important que pour la plupart des apprentissages scolaires, une certaine forme de répétition, de réactivation neuronale est nécessaire. Une autre recommandation pédagogique est en lien avec la planification de l'enseignement, plus précisément en lien avec l'espacement des périodes allouées à certains apprentissages. Donc, cette recommandation est à l'effet qu'il faut espacer les périodes d'apprentissage plutôt que les concentrer. Donc, il est préférable de répartir le temps d'enseignement d'un sujet donné sur plusieurs courtes périodes réparties sur plusieurs jours, que de concentrer l'ensemble de ces périodes sur un très court laps de temps, disons une journée entière ou un après-midi entier. Et la raison pour laquelle c'est lié à la neuroplasticité, c'est qu'on s'est rendu compte au cours des dernières années que lors des périodes de repos ou des périodes de sommeil, donc lorsqu'on dort, durant notre sommeil, les neurones liés aux apprentissages dans la journée vont se réactiver. Il y a des recherches très éloquentes à ce propos où on se rend compte, on mesure l'activité cérébrale des gens pendant l'apprentissage et pendant les périodes de repos, et on se rend compte qu'il y a une réactivation des mêmes réseaux de neurones, ce qui permet donc de réactiver les neurones et donc de consolider les apprentissages. Donc le fait qu'il y ait des périodes de repos et de sommeil entre les périodes d'apprentissage permet de réactiver les neurones et également de consolider donc les apprentissages ou les connexions neuronales. Comment faire ça? Je vous l'ai dit, répartir le temps alloué à un apprentissage, par exemple 4 fois 30 minutes plutôt qu'une fois 2 heures. Éviter de regrouper les périodes d'enseignement allouées à un sujet donné. Revenir sur des contenus déjà appris. Donc, c'est un processus naturel pour le cerveau de déconnecter, si je peux m'exprimer ici, les réseaux de neurones. Donc, c'est comme normal pour le cerveau d'oublier les éléments appris s'ils ne sont pas remobilisés une fois de temps en temps. Donc, d'où l'importance de revenir sur les contenus appris il y a même un bon bout de temps, 1 mois, 2 mois, l'année passée même, et que si on ne le fait pas, on ne peut que s'attendre
à un oubli de la part des étudiants, à moins que bien sûr ces contenus-là soient sollicités de d'autres façons. Donc, une stratégie aussi pour aider l'espacement, c'est donner des devoirs non pas sur les contenus d'apprentissage en cours, mais sur les contenus déjà abordés auparavant. Donc, à l'étape précédente, par exemple, et on donne des devoirs donc, pour favoriser cet effet d'espacement. Effet d'espacement qui soit dit que, en passant que non seulement l'élève apprend plus pour le même temps, et apprend de façon plus complète, plus profonde, mais également que, que les apprentissages, que les connaissances acquises vont perdurer plus longtemps lorsqu'on utilise l'effet d'espacement. Donc, au niveau de l'étude aussi, on pourrait montrer aux élèves à mieux étudier, c'est-à-dire d'espacer leur période d'étude. D'étudier seulement la veille de l'examen, c'est certainement une très mauvaise stratégie pour respecter le fonctionnement ou les contraintes biologiques liées à la neuroplasticité. Bien sûr, plusieurs autres exemples. Donc, cette neuroplasticité-là est contrainte par certains phénomènes biologiques et en prenant appui sur ces contraintes-là, donc en réactivant de nombreuses reprises les neurones et en espaçant les périodes d'apprentissage, on peut favoriser l'apprentissage. Le deuxième aspect, c'est un aspect qu'on appelle le recyclage neuronal. Le recyclage neuronal, c'est un processus en fait par lequel une région du cerveau va se modifier pour changer la fonction que cette région cérébrale-là accomplit. Je vais vous donner des exemples de ça, mais l'idée est que le recyclage neuronal, c'est en fait modifier les connexions dans une région du cerveau, ce qui va modifier le rôle, la capacité de cette fonction-là. Mais on va voir que ce processus de recyclage neuronal-là ne peut pas se faire n'importe où dans le cerveau. Certains apprentissages doivent prendre appui sur des réseaux de neurones déjà existants et au lieu de modifier complètement une région donnée, une quelconque région dans le cerveau, il va y avoir une très grande préférence, une prédominance de la capacité de certaines régions cérébrales à apprendre à lire, par exemple, ou à compter, alors que pour d'autres, ce serait beaucoup plus difficile. Donc, je vais vous donner des exemples de ce processus de recyclage neuronal-là qui renforce l'idée donc que l'architecture du cerveau initiale, avant l'apprentissage, influence les apprentissages subséquents. Le cerveau est un organe déjà très structuré à la naissance. Chez tous les élèves, toutes les personnes, les régions identifiées ici, donc le cortex auditif, cortex visuel, cortex somatosensoriel, sont les mêmes chez tous les individus. Donc, ces régions-là sont responsables du traitement auditif, visuel et somatosensoriel. Somatosensoriel étant un peu le sens du toucher, si vous voulez, mais non seulement la perception de la pression sur la peau ou de la température de la peau, mais aussi la reconnaissance, la conscience de la position des membres dans l'espace et la position de nos yeux à différents endroits à gauche et à droite. Donc, ce qu'on appelle en fait la proprioception. Donc, chez tous les individus, le cerveau est structuré de cette façon-là, tout simplement parce que les nerfs sensitifs, c'est-à-dire le nerf auditif, le nerf visuel, les nerfs somatosensoriels, sont connectés à des régions du cerveau-là, et donc il est certain que ces régions-là sont liées à ces traitements sensoriels-là. Une autre région qu'on appelle le cortex moteur est liée, nous permet de bouger. Chacune des régions de ce cortex moteur-là est responsable du mouvement de certains muscles, de la contraction de certains muscles. Encore une fois, chez tous les individus, c'est cette région-là parce que les nerfs moteurs, donc qui relient le cerveau aux muscles, partent de cette région-là. Et ça, cette structure générale et universelle va avoir un impact sur le rôle ou le développement des autres régions. On sait que, par exemple, le traitement spatial est plus en lien avec le cortex pariétal qui se retrouve sur le dessus du cerveau, parce que le traitement spatial implique une coordination à la fois d'éléments visuels, mais aussi d'une perception de nos membres dans l'espace, notamment de la position de nos yeux. Pour évaluer la distance entre deux objets, il faut y avoir conscience d'une certaine distance au niveau du mouvement des yeux pour passer d'un objet à l'autre, notamment. Le lobe temporal
qui est plus en lien avec du traitement auditif et verbal. Ah, bien sûr, la parole est très en lien avec l'audition. Et à ce moment-là, de façon tout à fait prévisible, les régions associées au langage se situent dans le lobe temporal gauche, lobe temporal, pardon. Et la région devant, donc le lobe frontal, est responsable de capacités de plus haut niveau qui sont moins liées au sens en tant que tel. Donc, on parle de capacité de planification, de contrôle, de prise de décision, de mémoire de travail. Tout ça se situe dans le cortex préfrontal. Donc, chez l'élève qui arrive en classe, donc, le cerveau est déjà, il y a une certaine architecture cérébrale qui est imprimée. Et ce que je veux souligner ici, c'est la connaissance de cette structure initiale-là joue un rôle déterminant dans l'acquisition des savoirs scolaires. Donc, si on prend l'exemple de la lecture, et lorsqu'on apprend à lire, on a déjà la parole. On a déjà donc la capacité de produire et de comprendre la parole et on a en quelque sorte un certain dictionnaire sémantique à l'intérieur de notre cerveau qui nous permet de comprendre le sens des mots. Sur l'image qui est présentée ici, on voit une version très très simplifiée des régions cérébrales impliquées dans la parole. Et un fait qui est très important pour ce qu'on va présenter par la suite, c'est le fait que la parole se situe dans l'hémisphère gauche du cerveau. C'est-à-dire que parler et comprendre la parole implique en majorité, de façon significative, des régions associées à l'hémisphère gauche. Donc, sont présentées ici. Donc, si on se concentre plus spécifiquement sur la lecture, à ce moment-là, je vais vous parler de recherches qui montrent qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait de la lecture dans le cerveau et comment le cerveau évolue pour apprendre à lire. Donc, sur cette image-ci, on présente, on a essayé de voir qu'est-ce qui est spécifique au fait de reconnaître des lettres. Parce que bien sûr, reconnaître des lettres, c'est reconnaître un certain objet. Et là, on veut donc distinguer qu'est-ce qui se passe lorsqu'on reconnaît des lettres par rapport à lorsqu'on reconnaît des objets quelconques. Ici, on présente l'image d'un visage. À gauche, on a un axe vertical qui est l'axe du temps en millisecondes. Donc, on observe l'activité cérébrale après 100 millisecondes, puis après 150 millisecondes. Et ce qu'on remarque, c'est les flèches représentées en plus foncé, représentées ici par des points noirs, montrent l'activité cérébrale lors de l'observation de lettres versus par les cercles blancs, l'observation d'objets. Dans ce cas-ci, des images de visage, qui sont représentées par les cercles blancs, comme je le disais. Donc, à 100 millisecondes, on remarque une activité derrière le cerveau, près du cortex visuel, le cortex occipital, et on remarque qu'il y a une distribution plutôt équivalente de points blancs et noirs à la fois à gauche et à droite. Donc, à la fois dans l'hémisphère gauche et dans l'hémisphère droit. Par contre, à 150 millisecondes, on se rend compte que les objets en général mobilisent autant d'activité à gauche qu'à droite, dans une région un peu plus éloignée du cortex occipital, qu'on appelle en fait le cortex occipito-temporal. Donc, à la fois à gauche et à droite, une activation qu'on dit bilatérale. Par contre, lorsqu'on présente des lettres, on remarque bien qu'il y a beaucoup plus de carrés noirs à gauche. Il y a donc une latéralisation. Donc, la reconnaissance des lettres ne se situe pas dans les deux hémisphères cérébraux, mais davantage dans le cortex occipito-temporal gauche. Non seulement cette région occipito-temporale gauche est liée à la lecture, à la reconnaissance des lettres et des mots, mais également, on se rend compte que si on suit le parcours d'élèves qui apprennent à lire entre 7 et 18 ans, on remarque dans la colonne de gauche que plus les élèves deviennent habiles en lecture, plus ils diminuent la nécessité de recourir à des régions frontales, régions associées à l'attention, au contrôle et donc à la mémoire de travail. Donc un signe que c'est de plus en plus facile pour ces individus-là de lire. On s'attendait à ce résultat, évidemment. Mais on remarque aussi qu'en contrepartie, il y a certaines régions qui deviennent de plus en plus activées lorsqu'on vieillit et qu'on acquiert la capacité à lire. Et on a notamment la région dont je vous ai parlé tantôt, donc la région occipito-temporale gauche, qui est corrélée
avec l'âge, avec l'augmentation des capacités en lecture. Et donc, on observe cette latéralisation à gauche de l'activité cérébrale. Les images, en fait, représentent une image du cerveau vue d'en haut. Et dans ce cas précis, les images, la partie gauche est à droite et la droite est à gauche. Donc, cette activation-là se situe dans l'hémisphère gauche du cerveau. C'est intéressant de noter que pour les élèves dyslexiques, on n'observe pas cette latéralisation à gauche de l'activité cérébrale. À vrai dire, si on regarde la colonne de droite, on voit bien que cette région occipitotemporale-là ne devient pas de plus en plus mobilisée chez les dyslexiques, mais qu'en fait, on n'observe pas cette latéralisation à gauche de l'activité cérébrale. Donc, et il y a d'autres recherches aussi qui ont essayé de voir chez des élèves du même âge, mais des élèves qui ont plus ou moins de facilité en lecture, est-ce qu'il y a une certaine signature cérébrale liée à l'expertise? On constate alors que la région occipitotemporale devient de plus en plus activée, chez les élèves qui ont plus de facilité. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se construit, cette région cérébrale-là, qui se trouve modifiée suite à l'apprentissage et que cette modification-là va mener à des gains de performance en lecture. La colonne de gauche représente le test de lecture 1, la colonne de droite, le test de lecture 2. Dans les deux cas, il y a cette prédominance, cette augmentation de l'activité cérébrale dans la région hémisphérique gauche. Une autre recherche qui va dans la même direction, des élèves ayant différentes habiletés, différentes compétences en lecture. Et on se rend compte que les élèves qui ont le plus de facilité en lecture sont les plus performants en lecture, activent davantage certaines régions de l'hémisphère gauche, tandis qu'au contraire, les élèves qui ont plus de difficultés activent davantage certaines régions associées à l'hémisphère droit. Donc, un très fort lien bien documenté entre l'expertise en lecture et cette latéralisation à gauche, en particulier dans le cortex occipitotemporal gauche. Ceci dit, maintenant on se pose la question, quel lien peut-on faire avec l'enseignement? En quoi ces connaissances-là peuvent nous donner des indices sur m'enseigner? Mais avant de vous parler, une des recherches les plus intéressantes à ce propos, je dois juste souligner le fait que le cortex occipitotemporal gauche se situe très très près d'une région associée au phonème, au son du langage, une région essentielle dans notre compréhension orale. Et que cette région-là est connectée bien sûr à l'ensemble des régions associées au langage, y compris les neurones qui encodent pour le sens des mots. Que donc lire consiste à lier le système visuel derrière le cerveau au système sémantique ou verbal situé à gauche dans le cerveau. Que donc, il va falloir créer des connexions neuronales grâce à l'apprentissage qui vont nous permettre de nous connecter aux régions du cerveau. Mais comme la région associée au phonème est très très près de la région associée à la reconnaissance des lettres, on peut s'attendre à ce qu'un lien que d'activer de façon simultanée la reconnaissance des sons avec la reconnaissance des lettres pourrait contribuer, à cause des processus que j'ai présentés dans la première partie, à une consolidation, à une connexion des neurones qui se situent dans ces deux régions. Et là, pour aller plus directement au niveau de l'enseignement, il y a des chercheurs qui ont essayé de vérifier cette hypothèse-là qu'une approche plus phonologique aurait plus d'impact, permettrait davantage un processus de recyclage neuronal. Et là, on se rend compte que, à vrai dire, dans cette recherche-là, on a pris des participants adultes qui savaient déjà lire, mais pour étudier les processus d'apprentissage de la lecture, on leur a appris un nouveau système d'écriture et on a formé deux groupes. À un groupe, on leur a appris de façon globale et dans un autre groupe, on leur a appris plus de façon syllabique, c'est-à-dire en établissant une correspondance explicite entre les graphèmes et les phonèmes. Et là, on se rend compte que donc, chez le groupe, pour expliquer la procédure, à vrai dire, allons-y, chez le groupe qui bénéficiait d'une approche plus globale, on présentait une vingtaine de symboles et la signification de chacun de ces symboles-là. Dans ce cas-ci, le symbole représenté par des lignes représente le mot fog. Dans le deuxième groupe, on utilise exactement les mêmes symboles, on donne les mêmes directives, mais on ajoute une information, on dit que les symboles se lisent de bas en haut, la partie du bas correspondant au premier phonème, dans ce cas-ci le F, le deuxième phonème, dans ce cas-ci le O,
Et finalement, en haut du symbole, le troisième phonème, dans ce cas-ci le G, ce qui constitue une lecture de bas en haut, le mot fog. Et là, on a essayé d'observer l'activité cérébrale auprès des participants de chacun des deux groupes. Et ce qu'on a observé, c'est que chez le groupe graphophonétique syllabique, on assiste à une latéralisation à gauche de l'activité cérébrale, tandis que chez le groupe qui a bénéficié, si je peux m'exprimer ainsi, d'une approche globale, on assiste donc à une activité plus prononcée dans l'hémisphère droit. Compte tenu de ce qu'on sait au niveau du développement de la capacité à lire, de l'importance de la région occipito-temporale dans les processus associés à la lecture, ces résultats-là mènent à confirmer qu'une approche graphophonétique est bien plus compatible avec le cerveau, permet d'activer les neurones associés à l'expertise, et bien sûr, ces neurones-là, s'ils s'activent à plusieurs reprises, vont pouvoir consolider leurs interrelations et donc favoriser l'acquisition de l'apprentissage. Les chercheurs sont allés plus loin en essayant non seulement en demandant non seulement aux participants de faire lire les symboles qui étaient à ce moment-là proposés, mais en proposant des nouveaux symboles. Et ceux qui avaient une approche graphophonétique essayaient donc, à partir de leur connaissance sur la correspondance graphème-phonème, de lire ces nouveaux mots-là. Et on observe encore une fois une légère latéralisation à gauche de l'activité cérébrale. Par contre, chez le groupe global, cette absence de latéralisation-là, elle est encore plus prononcée. Ça veut dire qu'on a une très grande latéralisation, mais à droite. Et comme je le disais tantôt, une latéralisation à gauche est corrélée avec l'expertise en lecture, et qu'une latéralisation à gauche aussi donc, peut sûrement contribuer à bien établir les neurones de la lecture. Donc, il en découle de cette analyse-là quelques recommandations pédagogiques, mais ils mettent l'accent sur le fait que pour apprendre à lire, le cerveau doit utiliser une région déjà existante liée donc une région déjà existante liée à l'identification d'objets. Mais que cette région-là doit être surspécialisée pour être capable de reconnaître les lettres. Et cette région, c'est la région occipito-temporale. Donc, allons-y. Donc, la première chose, c'est que cette région occipito-temporale gauche-là n'a pas l'habitude de faire la distinction entre le côté droit, le côté gauche, le haut ou le bas des objets. Donc, reconnaître une chaise, qu'on la regarde du côté gauche ou du côté droit, le cerveau est comme l'habilité de reconnaître quasi automatiquement que peu importe que j'observe de la gauche ou de la droite, comme l'objet est symétrique, il va y avoir reconnaissance de cet objet-là comme étant un seul objet. Par contre, pour les lettres, ça peut poser problème. Quand je disais que l'architecture cérébrale est à la fois un allié et un adversaire. C'est un allié parce que ça va nous aider à ne pas partir de zéro. On a déjà une région qui est assez bonne pour reconnaître des objets. On va tout simplement partir de ces habiletés initiales-là, puis on va raffiner, recycler cette région cérébrale-là pour développer de nouvelles habiletés. Mais c'est aussi un adversaire parce que cette région-là a l'habitude de tout simplement considérer que tous les objets qu'on regarde sont symétriques et qu'on les regarde de haut en bas, de gauche à droite. Donc, c'est le même objet. Par contre, pour les lettres, c'est différent. Hein? Quand on regarde le P, le Q, le B et le D, ce sont tous en fait le même objet. Si on fait la rotation en 3D de ces lettres-là, on se rend compte qu'on peut facilement passer du P au Q et du Q par un renversement vertical donc du Q au B et ensuite au D, donc deux axes de symétrie en quelque sorte, que donc ce n'est pas naturel pour le cerveau, puis il va falloir travailler fort pour développer cette capacité. Donc de travailler la reconnaissance des lettres en insistant sur les aspects de symétrie, que oui, la lettre B et la lettre D sont des lettres symétriques, mais que ce n'est pas quand même la même entité, il faut le traiter d'une façon distincte au niveau de la lecture. Les recherches mettent l'accent sur l'importance de préconiser une approche syllabique de la lecture. Ça ne dit pas exactement comment utiliser cette approche-là, mais c'est préconiser une approche syllabique et ne pas préconiser, au contraire, une approche globale à ce moment-là.
L'importance de l'automatisation des étapes de lecture. Lire est un processus excessivement difficile. Ça demande énormément d'efforts et ce n'est qu'à par un processus de consolidation des connexions neuronales, un processus qui demande du temps et de la répétition, que progressivement il y a l'automatisation des étapes liées à la lecture et progressivement un accès au sens de ce qui est en train d'être lu. Il semblerait aussi qu'un enseignement explicite de la correspondance entre les lettres et les sons, donc travailler systématiquement que certaines lettres forment des graphèmes, c'est-à-dire des ensembles de lettres, et que ces graphèmes-là peuvent correspondre à des phonèmes qui forment des mots. Ça semble être une approche pédagogique à privilégier à ce moment. Doit-on rejeter complètement l'approche globale? C'est une bonne question. Je ne voudrais pas entrer dans ce débat-là ici, mais en tout cas, toutes les recherches ici montent à penser que si on utilise une approche globale, on n'active pas les bons réseaux de neurones. Et si on n'active pas les bons réseaux de neurones, on ne peut pas contribuer à la consolidation des réseaux donc liés à l'expertise en lecture. Deux suggestions de lecture ici, deux livres de Stanislas Dehaene. Le premier, plus substantiel, qui porte sur les neurones de la lecture. Le deuxième, plus court, qui porte spécifiquement sur l'enseignement de la lecture et l'apprentissage de la lecture, donc à conseiller aux enseignants. Ces processus de recyclage neuronal-là sont non seulement en lien avec la lecture, mais aussi, on soupçonne de plus en plus qu'ils sont en lien avec le calcul. Parce qu'avant d'apprendre à calculer, il y a une région dédiée au sens des nombres, à cette idée intuitive-là que certains ensembles d'objets peuvent contenir un plus ou moins grand nombre d'éléments et que l'apprentissage du calcul et du système symbolique numérique va prendre appui sur ces régions déjà existantes et sûrement par un processus de recyclage neuronal, on modifie des régions déjà en lien avec le sens intuitif des nombres pour prendre appui sur cette idée-là. Il y aurait toute une histoire à raconter par rapport aux résultats, par rapport aux calculs qui ont énormément progressé très récemment. Mais ici, par manque de temps, on va juste souligner le fait que le calcul implique certainement des processus de recyclage neuronal également. Le troisième aspect, c'est ce qui s'appelle l'inhibition cérébrale. L'inhibition, au sens général du terme, c'est la capacité à contrôler ou à bloquer ses intuitions, ses habitudes, ses stratégies spontanées. Donc, on entend par le mot inhibition ici quelque chose qui n'est pas courant. Habituellement, lorsqu'on parle de quelqu'un qui est inhibé, on met l'accent sur quelqu'un qui est timide, gêné, qui n'ose pas s'exprimer. Le concept d'inhibition ici est beaucoup plus dans un sens actif et positif, c'est-à-dire qu'il s'agit de contrôler, de bloquer la capacité, nos intuitions initiales qui parfois peuvent nous amener dans des mauvaises directions. Je vais vous donner quelques exemples de ça. Il semblerait que l'inhibition soit en lien surtout avec les apprentissages qui sont difficiles, des apprentissages où il y a des erreurs systématiques et récurrentes qui sont commises et où l'enseignement habituel ne mène pas à un véritable changement conceptuel ou un véritable changement dans les processus de résolution de problèmes ou d'exécution de tâches. D'abord, il faut savoir que l'inhibition cérébrale est un processus qui se déroule dans le cerveau. Sans expliquer tous les détails, l'inhibition, c'est lorsque des groupes de neurones relâchent des neurotransmetteurs inhibiteurs qui vont venir nuire à l'activation de neurones. Donc, le fait d'inhiber une région, c'est en fait faire en sorte qu'elle va avoir plus de difficultés à s'activer, voire qu'elle ne s'activera pas du tout. Et une assez vaste littérature de recherche montre que pour la plupart des types d'inhibition, que ce soit l'inhibition verbale ou motrice ou autre, trois régions sont surtout mobilisées. On parle du cortex singulaire antérieur, du cortex dorsolatéral, du cortex ventrolatéral. Le rôle relatif de ces régions-là dans l'inhibition n'est pas encore tout à fait compris. Par contre, tout porte à croire que le cortex singulaire antérieur est une région qui déclenche le processus d'inhibition, qui mène dans le cortex préfrontal à une comparaison, à une juxtaposition des différentes possibilités, donc de l'élément à inhiber et de l'élément à utiliser, et que le cortex ventrolatéral, à cause de ses ramifications avec d'autres régions du cerveau, serait plus directement responsable à ce moment-là de l'inhibition en tant que telle. Mais souvent, ce réseau, ce mécanisme, ce réseau de différentes régions cérébrales est mobilisé.
Certaines recherches ont récemment montré que l'apprentissage de certains concepts scientifiques en sciences pourrait impliquer de l'inhibition. Donc, il y a une vaste littérature sur les conceptions fréquentes des élèves. Et cette littérature-là montre que les élèves ont souvent des fausses croyances sur différents phénomènes naturels et que ces fausses croyances-là sont difficiles à faire évoluer. Par exemple, plusieurs personnes croient qu'un seul fil est suffisant pour allumer une ampoule et que donc le circuit électrique présenté ici, il est scientifiquement correct. Par contre, lorsqu'on sait que deux fils sont nécessaires pour allumer une ampoule, en fait, on devrait, la connaissance scientifique où si on branchait les fils et les ampoules, on se rendrait compte que l'ampoule de droite ne devrait pas s'allumer. Mais plusieurs personnes, novices en sciences, soutiennent que oui, c'est normal que l'ampoule s'allume parce qu'il y a un lien entre, c'est ça, la pile et l'ampoule. Une recherche menée par mon laboratoire en 2000, publiée très très récemment, en 2014 dans la revue Mind Brain Education, montre que lorsqu'on compare l'activité cérébrale de novices et d'experts, experts qui ont réussi à changer leur fausse conception, à surmonter leurs erreurs fréquentes, montre que ces experts-là activent davantage plusieurs régions cérébrales et que ce sont notamment des régions liées à l'inhibition. Donc, on parle du cortex singulaire antérieur, du cortex dorsolatéral et du cortex ventrolatéral. Donc, il semblerait que les experts en sciences sont en train d'inhiber quelque chose. Et ce quelque chose, on soupçonne qu'en fait, c'est une fausse conception qui n'a jamais disparu de leur cerveau. Plus précisément, on soupçonne que dans le cerveau, il y a certaines structures cognitives, certaines structures cérébrales qui nous aident à interpréter les données de l'expérience et que ces structures-là ne changent pas facilement, voire peut-être ne changent jamais. Et que donc une intuition, un réflexe spontané à considérer qu'il est normal que l'ampoule s'allume, s'il y a un lien entre l'ampoule et une source d'alimentation, qu'à ce moment-là, même les experts qui ont une formation scientifique poussée doivent faire preuve d'inhibition pour contrôler leur intuition et s'exprimer et répondre de façon plus scientifique. Une autre recherche dont les résultats sont analysés et tout, mais on n'a pas encore publié de résultats de recherche, publié encore l'article concernant ces résultats-là, reprend un petit peu le même design de recherche, mais cette fois-ci avec une autre conception, qui est une conception en mécanique, à l'effet que les objets plus lourds tombent plus rapidement, et on constate que les experts activent davantage certaines régions associées à l'inhibition. On parle notamment du cortex dorsolatéral et du cortex ventrolatéral. Donc, qui appuie cette idée-là que lorsqu'on apprend, les conceptions ne disparaissent jamais. Donc, si on a à gauche, avant l'apprentissage, qu'on a une certaine conception inappropriée au niveau scientifique, que cette conception-là, suite à l'apprentissage, qui est représentée ici par la flèche, ne disparaît pas, mais que comme ça ne disparaît pas, il y a toujours la possibilité que cette conception 1 vienne masquer en quelque sorte la conception 2, qui est la conception scientifique développée à l'école. Et qu'à ce moment-là, il faut, comme par un processus d'inhibition, de désactiver les réseaux de neurones en lien avec la conception 1 pour que la conception 2 puisse émerger. Donc, cette idée-là que apprendre les sciences, ce n'est non seulement changer de conception, mais c'est aussi apprendre à contrôler nos conceptions, nos réflexes initiaux pour arriver à une compréhension, à une formulation plus scientifique d'un problème lié à un phénomène naturel. Mais ce n'est pas juste en sciences, aussi au niveau des erreurs de raisonnement logique. Il y a des chercheurs, des chercheurs qui ont publié en 2000 une étude très intéressante qui montre qu'à un certain test de logique, la plupart des gens font des erreurs systématiques. Ils font des erreurs parce qu'ils tombent en quelque sorte dans un piège qui est trop tenir compte des énoncés, des formes et des figures, à vrai dire, et des couleurs qui sont énoncées dans le problème. Ça fait comme un biais perceptuel qui fait en sorte que les gens répondent systématiquement de façon erronée à cette question-là. Mais des chercheurs se sont rendus compte que, en proposant une tâche similaire, et en expliquant non seulement l'algorithme de résolution du problème, mais aussi en faisant deux choses qui sont en lien avec l'inhibition. La première, il avertissait, il faisait des alertes émotives en quelque sorte, en avertissant le participant qu'il y avait des pièges. Il disait, faites attention, dans ce problème-là, il y a un piège. Ce piège résulte de la tendance qu'a votre cerveau à trop tenir compte des éléments mentionnés dans l'énoncé.
Et à ce moment-là, ces alertes émotives-là mettaient les participants dans un état de vigilance intellectuelle et on leur demandait non seulement en fait d'identifier les bonnes et les mauvaises réponses, mais aussi les réponses qui constituent des pièges. Pièges qui devaient être placés dans la partie hachurée de l'image, bonne réponse à l'intérieur du cercle et mauvaise réponse donc à l'extérieur du carré hachuré. À la suite de cette petite activité pédagogique-là, on remarque que les gens s'améliorent considérablement à cette tâche-là. Et lorsqu'on compare l'activité cérébrale avant et après l'apprentissage, on remarque une complète reconfiguration de l'activité cérébrale. Activité cérébrale qui est davantage postérieure, davantage liée à la vision, aux perceptions, avant l'apprentissage, et qu'après l'apprentissage, donc pour raisonner de façon logique, on remarque une plus grande activation dans des régions frontales, notamment liées à l'inhibition. Donc tout se passe cette fois-ci, juste avant, les chercheurs sont allés plus loin dans une deuxième étude et ont essayé ils ont fait en fait, à vrai dire, deux groupes où ils ont enseigné de la façon dont je vous ai décrite tantôt en A, au groupe A, mais au groupe B, on leur a donné exactement les mêmes directives, mais sans les alertes émotives et sans la consigne de distinguer les réponses pièges des bonnes et des mauvaises réponses. Donc, les participants devaient seulement identifier les bonnes et les mauvaises réponses. Et là, on se rend compte non seulement que le groupe A obtient de meilleurs résultats, donc que les alertes émotives et l'identification des réponses pièges donnent de bons résultats, mais que leur activité cérébrale elle est différente et que donc, il semblerait que en mettant l'accent sur ces aspects-là, les processus d'inhibition sont favorisés et on peut donc désactiver les neurones qui nous menaient à tomber dans le piège. Donc, dans cette tâche-là, tout se passe comme si ce n'était pas en tant que tel une connaissance ou une conception qui devait être inhibée, mais plutôt une stratégie. Une stratégie très naturelle, très intuitive, très spontanée, et que cette stratégie-là ne disparaît pas à la suite de l'apprentissage, mais qui va être inhibée au profit d'une stratégie plus coûteuse cognitivement, mais qui permettra de raisonner de façon logique. Les processus d'inhibition seraient en lien avec bien d'autres objets, notamment au niveau des mathématiques. On a constaté que dans une tâche de conservation du nombre, où on demande aux participants de dire s'il y a le même nombre d'objets dans la ligne du haut et du bas, ou s'il n'y a pas le même nombre d'objets, que la plupart des gens, des enfants, dans ce cas-ci, dans le cadre de cette étude, disent que ces deux séries d'objets contiennent le même nombre d'éléments, mais plusieurs se trompent lorsqu'on présente le même nombre d'éléments, mais dans une disposition un peu plus grande. Il y a comme une tendance naturelle à dire que si les objets occupent un plus grand espace, à ce moment-là qu'il faut faire attention, que naturellement, il y a plus d'éléments à l'intérieur de cet ensemble-là, ce qui n'est pas toujours vrai. Et là, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris de très jeunes enfants de 5 et 6 ans qui tombaient dans le piège et on comparait à des enfants de 9 et 10 ans qui avaient surmonté ce piège-là. Et donc, de très jeunes enfants, comme je le disais, qui subissent un examen, un, un examen de résonance magnétique. Ça peut être très surprenant pour nous de constater qu'un petit enfant va être placé dans un appareil de ce type-là, très particulier, mais n'ayez crainte, au niveau, à travers le monde, vous savez qu'il y a des milliers d'examens par résonance magnétique tous les jours, plusieurs de ces examens-là impliquant des enfants, et qu'il est clairement démontré que l'utilisation de l'imagerie cérébrale n'a aucun effet sur, au niveau médical, sur la santé, il n'y a aucun effet secondaire, il n'y a aucun désavantage. Et, c'est tellement bien établi que l'accès à ces appareils-là est contrôlé par des comités scientifiques bien établis, formés d'experts du domaine. Et il est clairement établi, annoncé aux participants, que la participation à une étude ne présente sur le plan médical aucun risque. Par contre, il y a des contre-indications. Si on a des pièces métalliques qui peuvent interagir avec le champ magnétique de l'appareil, à ce moment-là, les participants ne peuvent pas faire un examen d'imagerie cérébrale. C'est notamment les gens qui ont des stimulateurs cardiaques, d'autres mécanismes électromagnétiques. Donc, lorsqu'on compare l'activité cérébrale de jeunes de 9 et 10 ans qui ont de bonnes réponses avec de plus jeunes enfants qui ont de mauvaises réponses, on constate deux choses intéressantes.
La première, c'est une activation plus grande du sillon intrapariétal, région qui est en lien avec le sens intuitif des nombres qui semble se recycler au cours des processus neuronaux. Mais plus intéressant au niveau de l'inhibition, on a le cortex préfrontal ventrolatéral, responsable de l'inhibition, comme je vous l'annonçais précédemment, que donc tout indique que l'élève doit à la fois développer un certain sens du nombre plus raffiné via le sillon intrapariétal, via un processus de recyclage neuronal du sillon intrapariétal, mais doit également inhiber une tendance naturelle à considérer que s'il y a plus d'espace, il y a plus d'éléments. Un dernier exemple, cette fois-ci en géométrie, où si on demande aux élèves de dire si le périmètre des deux figures présentées est identique ou différent, on remarque que dans certaines situations, c'est assez facile. Les exemples du haut, on remarque que la figure de droite a un périmètre plus grand que la figure de gauche, mais c'est assez intuitif parce que l'aire de la figure est également plus grande. Par contre, il existe certains exemples qu'on appelle ici incongruents, où parfois l'aire de la figure diminue, mais le périmètre reste identique. Et dans ce cas-là, ça devient très, très contre-intuitif de dire que le périmètre est identique. Et à ce moment-là, on constate encore une fois que pour répondre correctement, pour surmonter cette règle intuitive qui associe aire plus grande à périmètre plus grand, il faut faire preuve d'inhibition, encore l'activation du cortex ventrolatéral. Donc, pour synthétiser ce qui a été dit par rapport à l'inhibition, tout porte à croire que les erreurs persistantes des élèves sont basées sur des réseaux de neurones très, très solidement établis et que peut-être ces intuitions, ces réseaux de neurones-là ne disparaissent jamais du cerveau de l'élève. Et conséquemment, apprendre, ce ne serait pas juste construire de nouvelles connaissances, ce ne serait pas juste reconfigurer des connaissances existantes, mais ce serait également apprendre à inhiber ces connaissances. Donc, c'est ce que je disais. Donc, apprendre, c'est apprendre à inhiber ses connaissances antérieures. Quelques recommandations pédagogiques qui en découlent. Recommandations pédagogiques qui, je dois le dire, sont très fragiles à l'heure actuelle parce qu'on n'est pas assez avancé dans les recherches à ce propos. On est de plus en plus certain que l'inhibition joue un rôle dans certains apprentissages scolaires, mais comment aider les élèves à mieux inhiber? Il y a encore beaucoup de travail de recherche à faire, mais on a déjà quelques pistes. Il y a un bon nombre de recherches qui ont montré qu'il y a un lien entre l'exercice physique et la capacité d'inhibition. Donc, de développer l'inhibition passerait par notamment l'activité physique et la santé physique. Développer l'inhibition pourrait se faire aussi par l'apprentissage d'une langue seconde. Il y a bon nombre de recherches qui montrent que les gens qui ont deux langues ont une capacité d'inhibition supérieure, probablement parce qu'ils doivent contrôler leur tendance à parler dans une langue plutôt qu'une autre à différents moments. Que développer l'inhibition en jouant à des jeux classiques de contrôle comme Jandy, Go No Go. Go No Go qui est par exemple courir lorsqu'on entend de la musique, arrêter lorsqu'il n'y a plus de musique, mais ne répondre à aucune autre consigne. Prévenir les élèves de l'existence de pièges et apprendre aux élèves à identifier les réponses qui sont des pièges. Ça semble être une avenue en tout cas qui fonctionnait au niveau des erreurs de raisonnement logique. Et finalement, puisque les conceptions ne disparaissent jamais, puisque les intuitions ne disparaissent jamais, il faudrait constamment faire des allers-retours entre les intuitions et les savoirs scolaires. Typiquement, souvent, ce qu'on fait dans une séquence d'enseignement, c'est on met en évidence les fausses conceptions des élèves par un processus de conflit cognitif et ensuite on apprend le savoir scolaire. Par contre, ce que ces recherches-là disent, c'est qu'il ne faudrait pas juste faire ça au début. Il faudrait faire ça à différents moments dans la séquence d'enseignement, donc des allers-retours constants entre ces intuitions ancrées dans le cerveau et qui ne semblent pas vouloir disparaître et des habiletés ou des savoirs scolaires. Donc, pour conclure cette présentation-là, quelques messages à retenir. D'abord, il faut se méfier des neuromythes. Il faut se méfier de ceux qui prétendent qu'il est possible d'appliquer les recherches sur le cerveau en éducation parce qu'il y a eu dans le passé des applications non justifiées. Je vous ai donné quelques exemples durant la présentation, donc je vous invite à vous méfier de l'ensemble de la littérature qui porte sur ce sujet-là, mais en même temps, je vous invite aussi à ne pas tomber dans le neuromythe qui consiste à dire qu'il n'y a aucun lien entre le cerveau et l'enseignement, qu'il n'y a aucune pertinence à ces travaux-là. J'ai mis l'accent sur le fait que l'architecture du cerveau pouvait influencer donc les apprentissages scolaires. On a vu que la neuroplasticité, qui est le processus général lié à l'apprentissage, était contraint, était guidé
par deux aspects qui consistent en des recommandations pédagogiques. Le premier, l'importance de la réactivation neuronale, et le deuxième, l'importance de l'espacement. Ensuite, j'ai insisté sur le fait, justement, comme je le disais précédemment, que l'architecture du cerveau influence l'apprentissage. Plus spécifiquement, que certains apprentissages scolaires, notamment la lecture et le calcul, nécessitent sans doute des processus de recyclage neuronal. Donc, ce n'est pas vrai qu'on peut apprendre, euh, euh, ancrer les apprentissages dans n'importe quelle région du cerveau. Il y a certaines régions qui sont jusqu'à un certain point qui, qui peuvent qui ont des affinités, je dirais, plus naturelles avec les habiletés à développer. Des régions associées à l'identification d'objets pour identifier des lettres en est un bon exemple. Et que ces processus de recyclage neuronal mettent l'accent sur le fait que la neuroplasticité est contrainte par des processus importants et connaître ces processus importants peuvent nous donner des indications pour mieux enseigner. Il y avait les dénibitions aussi lorsqu'il est question d'erreurs persistantes. Donc, lorsque des réseaux de neurones sont si fortement ancrés, il semblerait qu'on ne puisse pas les changer, du moins pas sur un horizon temporel court, et que donc à ce moment-là, il faut faire preuve d'inhibition. Et finalement, tout ça laissait entendre que enseigner de façon adaptée à l'architecture cérébrale peut nous aider à aider les élèves. J'ai donné notamment l'exemple de la lecture pour illustrer cette affirmation. En terminant, j'aimerais ça conclure avec une petite réflexion au niveau du constructivisme. Est-ce que ces résultats de recherche-là, portant un niveau d'analyse cérébrale, sont en accord ou en désaccord avec certaines des thèses constructivistes? Si en tout cas on regarde le constructivisme au sens piagicien du terme, l'importance, en mettant l'accent sur l'importance des connaissances antérieures dans les processus d'apprentissage, donc cette idée piagicienne de l'équilibration, que l'apprentissage passe par un processus à la fois de déséquilibration et de rééquilibration, et qu'on fait progresser les connaissances du niveau A pour atteindre le niveau B, pour atteindre le niveau C. Donc lorsqu'on définit le constructivisme de cette façon-là, les données de l'imagerie cérébrale sont à la fois en appui et en désaccord avec certains des aspects. C'est-à-dire qu'il semblerait que ce processus qui consiste à passer d'un niveau 1 à un niveau 2 qui mène à un niveau 3 est partiellement incomplet parce qu'il semblerait qu'il y a certains des connaissances qui ne sont pas transformées suite à l'apprentissage et que donc il faut arriver à inhiber. Donc l'idée de progresser par stade de façon plutôt linéaire n'est pas compatible avec certaines des données. C'est du moins ce que soutient le chercheur Houdet, un chercheur important dans le domaine de la neuroéducation. Euh, donc, d'une part, certains aspects du constructivisme sont remis en question ou doivent être ajustés, je dirais davantage, pour tenir compte de ces nouveaux éléments-là. Mais une chose qui s'appuie très fortement, c'est que derrière cette idée de constructivisme-là, il y a cette idée-là que les connaissances antérieures jouent un rôle déterminant dans l'acquisition de nouvelles connaissances. Et que donc, de bien connaître ces connaissances antérieures-là et de bien en tenir compte et prendre appui sur ces connaissances-là peut nous permettre d'aller plus loin. Bien, au niveau de la neuroéducation, c'est un peu la même idée. De connaître à quoi ressemble le cerveau avant l'apprentissage peut être déterminant pour l'enseignant, pour aider les élèves, mais aussi pour l'élève, parce qu'il semblerait que la structure initiale, l'architecture cérébrale initiale avant l'apprentissage joue un rôle déterminant dans comment les apprentissages peuvent se faire. Donc, la question, donc la neuroéducation, mieux comprendre, mieux connaître le cerveau, peut-il vraiment nous aider à mieux enseigner? C'est encore un champ de recherche qui est plutôt nouveau, plutôt récent, mais on a déjà des indices qui laissent penser que oui, pour plusieurs raisons, notamment parce que l'architecture cérébrale semble avoir une influence importante sur les apprentissages scolaires. Merci.